Ça n'avait plus rien à voir avec l'indépendance. Et madame a bien démontré bien qu'il y avait ce problème de conquête territoriale. Tout le reste, c'est l'habillage. On allait proclamer l'indépendance du Cameroun une deuxième fois. Vous avez déjà vu ça où? On a eu reconnaître une deuxième fois à l'ONU. Nous étions déjà reconnus à l'ONU comme territoire indépendant. On allait faire une deuxième reconnaissance. Et ça, c'était des histoires. Allez vérifier. Je vous ai donné les références. Tapez dans Google. Ça va sortir, c'est dans le journal du Monde. Et allez voir le discours d'Aïdjo, la réponse qu'il a donnée à Mouni, à Yawandi. Voilà. Moi, je n'invente pas. Merci. Je vais dans la foulée vous poser la question de Table des Ancêtres. Table des Ancêtres, est-ce que tu voulais la poser toi-même? Amiral, attends un peu, Amiral, s'il te plaît. C'est pas le jeu ici, c'est l'histoire qu'on est en train d'écrire ici aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a avec ces gens-là? Table des Ancêtres, s'il te plaît, est-ce que vous avez votre question à poser à M. Nomé? On n'est pas dans un jeu, s'il vous plaît. Nous sommes en train de parler d'histoire. Arrêtez un peu de vous comporter comme si vous êtes dans un panel avec les gens qui travaillent tous les jours. C'est un panel sérieux là. Je vais faire un peu des ancêtres. Allez-y pour votre question. Bonsoir. Merci beaucoup. Je veux profiter comme mon grand frère Issou. Merci pour tout ce que vous faites et merci pour tout ce que vous continuez de faire pour restaurer la vérité qu'on essaie de nous cacher au Cameroun. Ma question est-elle celle-ci là? D'où venaient les armes que ces maquisards utilisaient pour accuser leurs propres compatriotes? Ah, ça, c'est une belle question. Bon, moi j'ai mon là-dessus. Moi j'ai mon opinion. Je l'ai maintenant. Avec tout ce que je sais maintenant. Bon, quand j'étais étudiant, je ne pensais pas comme ça, parce que j'avais suivi un bourrage de crâne et tout ça. C'était une guerre ingagnable. Il ne fallait pas la déclencher. Ingagnable pourquoi? Justement avec le problème que vous posez, vous allez trouver les armes où? Ils ont des chars, ils ont des canons, ils ont des hélicoptères, ils ont le napalm, ils ont tout. Ils ont des munitions, ils ont des troupes entraînées. Ces militaires qui sont venus au Cameroun avaient fait la Première Guerre mondiale. Ils avaient fait la Deuxième Guerre. Certains sortaient d'Indochine, d'autres d'Algérie. Quelle expérience vous aviez pour les affronter? Hein? Yembak, Joseph, qui était le général en chef de l'UPC à l'époque de Oumyobé, c'était un tirailleur. Un tirailleur, c'est quoi? Moi, j'ai eu 2 oncles qui ont fait la guerre. C'est quoi? Tire. Il se met à tirer. On dit, non, arrête, il arrête. Et vous voulez faire la guerre avec des gens qui ont fait des écoles de guerre, qui ont une plus grande expérience que vous. Vous allez faire la guerre et penser les vaincre. Bon, ça c'est la première des questions. La deuxième des questions est que quel sanctuaire vous aviez? Le Cameroun était entouré par les impérialistes. Au sud, la France avec le Gabon, avec le Congo, à l'est avec la Centrafrique, au nord, le Tchad, à l'ouest, le Niger a barré tout. Quel était le sanctuaire des gens qui ont lancé le maquis? Quand Ho Chi Minh lançait son maquis, il avait pour sanctuaire la Chine. Quand ça tournait mal, il se repliait en Chine. Nous, quand je dis nous les Camerounais, en lançant le maquis, on pouvait se replier où? Troisièmement, qui pouvait nous fournir les armes? La Corée du Nord, quand il y a eu la guerre de Corée, les armes venaient de la Chine et de l'Union soviétique. C'est pour ça que la guerre de Corée, les Américains n'ont pas pu la gagner. Nous, nos armes allaient venir d'où? Vous voyez? Elles allaient venir d'où? C'était quoi? On va en attaquer une gendarmerie, on vole 2 ou 3 mitraillettes, on utilise en économisant les balles et tout. Quand vous causez avec les anciens maquisards, c'est malheureux. La seule fois où nous avons eu de vraies armes, c'est dans le maquis de Djoum et le maquis encore le maquis de Mulundu, il ne s'est pas vraiment déclenché. C'est surtout le maquis de Djoum. Parce que ces armes, c'est le Congo, Brazzaville, qui avait fourni les armes, et à Ouandje, à Oumli, tout ça, le deuxième front, comme il disait. Vous voyez? Mais là, ils avaient de vraies armes, et ces armes venaient de Cuba. Mais les armes que le maquis de Ouandje
utilisaient venaient d'où? C'était très difficile. Il fallait aller voler des pistolets ou des fusils. Et bon, il y avait les armes traditionnelles qu'on chargeait avec la poudre et tout ça, avec une pierre. Mais c'était... En face, vous avez des gens qui ont des fusils à répétition. Vous avez un fusil à un coup que l'on charge pendant 5 minutes. Lui, il tire 200 balles à la minute. Vous tirez une balle tous les 5 minutes. Comment vous pouvez vous en sortir? Vous voyez? Et il acheminait même les armes. Elle devait passer par où? Le Niger avait verrouillé la frontière. Si vous saviez comment c'était difficile pour les gens comme Singam Martin d'aller jusqu'à Accra, revenir, il fallait traverser la frontière clandestinement et tout. Mais c'était quelque chose de terrible. J'ai eu à causer des journées entières avec Fosso François, qui était au maquis de Mouloundou, au Sénat. Mais il me dit que leur grand problème était d'abord même le transport de quelques armes que les Congolais leur avaient données. En brousse, l'armée camerounaise avait des camions. Mais moi, je vous donne mon exemple. Mon père était chasseur. Je vous dis, si vous tuez 2 singes en long cac et vous devez les ramener en Vombi, mais vous pouvez les jeter en chemin. Mais ça pèse, vous ne pouvez pas savoir. Et parce qu'il y a les singes, il y a le fusil. Donc, et ça, c'est un fusil de chasse, ça ne pèse rien par rapport au fusil. Donc, il y a tout ça. Il y avait beaucoup de volonté, oui. Mais la raison, c'était une guerre ingagnable. Vous comprenez? Les armes, vous alliez les trouver où il y avait mis en place un atelier de fabrication d'armes. Mais ça pouvait donner quoi? Vous voyez? Qu'est-ce que ça pouvait donner? Ouandje de son côté, quelques fusils qu'il ramenait du Ghana de manière très difficile et tout. Et vous savez qu'à un moment donné, il y a eu un problème au Ghana, c'était avec un Nkrumah. Il a même arrêté tous les Super 600 en disant qu'on vous commencez à se mettre la pagaille ici. Donc, même l'aide du Ghana avait tari. C'était une guerre ingagnable. Donc, la question que vous posez est fondée. Les armes même, d'où pouvaient-elles provenir? D'où pouvaient-elles provenir? Les petits machins, les armes artisanales que vous fabriquez là, face à ce que les gens ont en face, c'était insensé. Mais en même temps, je vous dis aussi que c'est maintenant que j'ai ce raisonnement. Hein. Moi-même, quand j'étais étudiant, je pensais comme eux. Vous voyez? Parce que j'avais subi un lavage de crâne et tout. C'était la révolution, mais réalisme, c'était une guerre ingagnable. Merci beaucoup. Monsieur Souva. Je voudrais apporter un petit rajout. Le temple pose la question de qui arme les maquisards, pas seulement contre l'armée régulière, on va dire ça comme ça, mais aussi contre les populations. Alors, je voulais lui dire que, en vérité, le gros des armes utilisées par les tués étaient des armes blanches. Ils agissaient à la machette, c'est pour ça qu'ils découpaient les gens. Et c'est pour ça qu'ils arrivaient à créer la terreur. C'était pas une guerre propre du tout, c'est-à-dire avec des fusils, des armes, etc. Les armes étaient plus traditionnelles, les fusils à un coup. Maintenant, je voudrais dire que l'Église a joué un rôle primordial dans le processus de transfèrement des armes. L'Église a joué un rôle primordial parce que les religieux étaient les rares personnes qui pouvaient circuler d'une ville à l'autre, d'un département à l'autre, sans que les voitures ne soient fouillées. D'ailleurs, Ouandje a beaucoup utilisé les voitures de relais de l'Église catholique lors de ses déplacements. Lorsqu'on le signalait, il était toujours déguisé en religieuse dans les voitures. Et généralement, ils avaient toujours l'information. Donc, quand on arrêtait les voitures des religieux, des religieux ou des religieuses concernées, il avait eu le temps de descendre. Les jours qui ont précédé son arrestation, il était parti de Pendamboko pour venir à Mbanga dans une voiture qui transportait des religieuses. Pour nous, autochtones du Mungo, l'Église catholique a joué un rôle primordial dans tout ce qui s'est passé dans le Mungo. Alors, je voudrais dire à ceux qui interagissent dans les commentaires que contrairement à ce qu'ils croient, ce n'est pas une invention de l'esprit. C'est documenté. Il y a des rapports de police, de gendarmerie, des rapports d'observateurs, ce que vous appelez des indiques, qui démontrent à suffire qui a fait
quoi exactement? Et pour répondre à Temple, en réalité, le gros des armes, c'était des armes blanches. Les armes automatiques, il n'y en avait quasiment pas. Je veux dire, chez les miliciens, les armes le circuit dont a parlé le patriarche chez nous, effectivement existait, mais très peu arrivaient à rester parce que les maquisards n'étaient pas outillés, n'étaient pas entraînés au maniement des armes. Les rares, on va dire les rares cubains qui étaient arrivés dans le maquis s'étaient arrêtés plutôt dans le pays Bassa et n'avaient pas pu de manière efficace agir parce que il y avait beaucoup de répression en ce temps-là. Voilà ce que je voulais apporter comme et ça nous vient de la documentation que nous avons entre les mains, que nous pouvons lire et que tout le monde peut consulter en allant aux archives nationales. Moi, je voudrais juste compléter parce que je comprends un tout petit peu parce qu'on discute un peu avec Tam. Je comprends un tout petit peu sa préoccupation. Parce qu'il doit se demander mais comment ils ont fait pour avoir l'avantage sur les armes. Temple, je voudrais juste t'expliquer que, en fait, d'après tous les récits qu'on écoute depuis, tes ancêtres ont été victimes de l'effet de surprise. C'est-à-dire que tu es avec un camarade, tu te dis que vous êtes en train de combattre un adversaire en face, et lui, vous avez tous les deux des machettes. Mais lui, il a l'intention de... Son problème, ce n'est pas l'adversaire en face. Son problème, c'est, oui, l'adversaire en face, dès qu'on l'élimine, lui t'élimine. On avait vu ça dans les films. Ça a l'air caricatural, mais ça ressemble à ça. C'est-à-dire que c'est de cette façon qu'ils se sont appropriés les terres du Mungo. C'est-à-dire que les autochtones du Mungo pensaient qu'ils mènent la même lutte. Hein? Ils mènent la même lutte, mais en fait, eux, ils profitaient, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la lâcheté, dans un langage vulgaire. Hein? C'était la lâcheté tout simplement. C'était pas une histoire, c'est pas parce qu'ils avaient l'avantage sur les armes. C'est juste que vous avez tous les deux la machette, mais il y a quelqu'un, tu penses que c'est ton camarade, mais lui, son problème, c'est qu'il doit t'éliminer, tout simplement. C'est un peu ma lecture des choses. Merci. Je vous donne une information personnelle. En 1960, nous habitions, mon père travaillait à Douala, nous habitions une maison qui existe toujours. C'est la maison qui est à l'angle là, quand on prend l'autoroute, en venant du lycée Jos. La maison elle existe toujours. On était avec un couple français. Nous, on était du côté du village, le français était à côté. Donc, un jour, ça, c'était tout gosse, mon père était très bricoleur. Donc, il s'était mis à bricoler. Il avait une vieille Mercury qu'il avait achetée à un missionnaire américain. Et il bricolait. Et le veilleur de nuit d'une maison à côté là, c'était un boulanger, c'était les Blancs, hein, tout ça. Bon, était venu l'aider à réparer la voiture. Et il s'était mis à causer. Et le lendemain, on avait découvert chez cette personne, sous son lit, 4 machettes ensanglantées. 4 machettes. Donc c'est pour confirmer ce que la dame vient de dire, qu'il utilisait les machettes. Et cet homme-là, apparemment, il avait pour mission soit de tuer mon père, soit de tuer le blanc qui habitait la maison à côté là. La maison elle existe toujours. Donc je me rappelle que ça avait créé... il y avait eu un effroi dans la famille, comme le monsieur qui, moi je me souviens de ce monsieur, il avait 4 machettes ensanglantées sous son matelas. Donc ce que la dame dit est vrai, oui, il se servait des machettes, effectivement, c'était les machettes, effectivement, ils avaient très peu de fusils, c'était les machettes, c'est vrai. Merci beaucoup. Moi j'ai une question, si jamais d'autres, moi c'est la dernière de toute façon, monsieur. Moi j'ai une question parce que quand on lit tous ces ouvrages, je me plonge toujours à l'intérieur, c'est toujours un plaisir d'aller comprendre un peu comment ça marche. Vous nous racontez qu'il y a eu beaucoup de maquisards, du moins dans la région du Mungo qui nous concerne aujourd'hui. Quels étaient ces grands maquisards-là? Quels étaient les noms, par exemple, ils opéraient comment? J'ai pu entendre parler de temps que nous, Singap Martin, Sanfoulaguer, tous ces gens, André Congo, tous ces gens qui se mettent pour le chaos à l'ouest et qui se sont... Comment ils ont fait pour arriver jusqu'au Mungo? Pourquoi ils ne se sont pas attaqués? Parce que vous posez cette question aussi dans votre ouvrage. Pourquoi ils ne se sont pas
tu auras aussi là-bas. Bon, la première des choses est qu'il faut comprendre l'origine du maquis. Dans l'ouest proprement dit, c'est-à-dire en région Bamileke, comme on disait, c'était plus compliqué. Il y avait les chefferies, chacune avait sa milice. Chacune avait sa milice qui faisait l'autodéfense, etc., etc. Et conquérir les terres là-bas n'était pas envisageable. Bon. Deuxièmement, là c'est mon explication, le Noun, vous savez qu'il y a une hostilité terrible entre le Noun et le pays bamileke, on va simplifier comme ça. Donc je pense que c'est ce qui explique qu'il n'ait pas osé aller faire du grabuge là-bas. En revanche, dans le Mungo, il y avait aussi ces terres fertiles, et il n'y avait pas cette hostilité qui existait dans le Noun, et la présence depuis l'époque allemande d'ouvriers agricoles venus des Grassfields était déjà très importante. Je vous ai signalé qu'en 1900, entre 1936 et 1938, ils sont passés de 4 500 à 30 000. Quand vous avez une population de 30 000 personnes en 1938, donc on peut se dire qu'en 1950, ils étaient devenus au moins 70, 80 000, peut-être 100 000. Vous voyez, parce que entre ceux qui continuaient à arriver et puis les enfants qui naissaient et autres. Donc, ça c'est mon explication selon laquelle c'était l'endroit le maillon faible, si on peut dire. C'était là que la conquête territoriale était le plus plausible. Voilà comment moi je peux interpréter ça. Je voudrais rappeler que les peuples autochtones du Mungo étaient essentiellement tournés vers l'agriculture. Lorsque les Allemands arrivent, ils trouvent des champs. C'est comme ça qu'ils comprennent que les terres sont fertiles. Les combats qui ont existé entre les populations autochtones et les Allemands ont coûté la vie à des chefs supérieurs. Je vais prendre... je vais prendre le chef Belem Matouké, qui était le chef supérieur Balou, qui a été pendu 1 an avant le prince Douala Mangabel. Pourquoi? Parce qu'il dirigeait la révolte contre les Allemands, contre l'accaparement des terres à l'époque. C'est pour ça que l'administration coloniale, pour finalement, avoir une sorte de paix avec les autochtones, a concédé la signature des conventions de concession. Les peuples autochtones n'étaient que agriculteurs. C'était leur activité. C'était leur activité et c'est normal parce que les terres étaient très fertiles. Elles n'étaient pas belliqueuses, ce n'était pas un peuple guerrier. Lorsqu'ils ont recueilli les ouvriers agricoles, les premiers propriétaires ou les propriétaires fermiers à l'époque, avant les Allemands, avaient pour aide des Bamileke qu'ils achetaient sur le marché des esclaves. Il y avait 2 marchés des esclaves, celui de Bimbia et celui de Moulon, ici pas loin de Mbanga. Ce sont des choses qui ont existé, c'était l'époque. Donc quand ils achetaient des esclaves, c'était pour eux, une main d'œuvre qui leur permettait de travailler sur les champs. Ces choses-là ont existé avant l'arrivée des Allemands. Lorsque je vois, oui, vous êtes des paresseux, etc., ils n'en savent strictement rien. Si on veut rester dans l'outrance va, polluer le débat. Le problème, et je pense que le patriarche Eno a parfaitement raison, le problème c'est de reconnaître les faits historiques tels qu'ils se sont produits, de faire amende honorable parce que l'UPC doit s'excuser auprès du peuple camerounais. Je ne parle pas seulement auprès du Mungo, auprès du peuple camerounais pour avoir laissé commettre ce génocide, cette épuration ethnique. L'UPC doit s'excuser. C'est un devoir politique. Si l'UPC veut redevenir un parti politique crédible, il doit non seulement reconnaître ces fautes commises par leur bras armé, parce que l'armée de libération nationale du Cameroun était le bras armé de l'UPC, mais s'excuser pour n'avoir pas intervenu, parce que nous n'avons entendu aucun responsable de l'UPC prendre la parole contre les exactions qui étaient commises dans le Mungo et dont tout le monde avait connaissance. D'ailleurs, Wandé s'en était même vanté. Lorsque vous écoutez l'interview qu'il a accordée, je ne sais pas moi, je pense à la télévision suisse, radio-télévision suisse, quelque chose comme ça, après la mort de Moumié, il s'était vanté de ces exactions-là. Et c'était le village dont il parlait, c'était le village Kouassi, qui avait été brûlé jusqu'aux chèvres, jusqu'aux moutons,
jusqu'au pool, et les jeunes filles enlevées pour être amenées dans les plantations et être utilisées comme esclaves sexuels. Il faut arrêter de penser qu'on va rester dans l'insulte. Ça ne servira à rien parce que ça ne fait que polluer le débat et aggraver la situation. Il faut que l'UPC, en tant que parti politique, le reconnaisse. Il faut que l'État du Cameroun rétablisse la vérité en reconnaissant ce qui a été, parce que de toute manière, il ne pourra pas le cacher. L'histoire va se transmettre de manière orale, même si elle n'est pas écrite officiellement, elle va être véhiculée. Donc il faut que l'État du Cameroun prenne ses responsabilités, reconnaisse ce génocide et prenne des mesures adéquates pour réparer, en restituant les terres qui sont indûment occupées par des gens qui ne les ont achetées à personne et qui ont tué les ayants droit et qui les ont enterrés dans les champs. Ces ayants droit-là ont servi d'engrais dans ces plantations. Tout ce qu'on produit là-dedans, c'est le produit du sang. Il faut qu'on le reconnaisse. Je m'excuse de parler avec passion parce que je commence à être excédé par les velléités de certains dans les commentaires à vouloir insulter absolument ceux qui essayent de rétablir la vérité historique. Si vous voulez qu'on reconnaisse que la France a jeté du napalm ou je ne sais pas quel autre gaz asphyxiant dans l'Ouest, vous comprendrez que les gens du Mungo réclament que justice soit rendue et qu'on reconnaisse l'épuration ethnique. Si vous commencez à gesticuler dans tous les sens parce qu'on a tué un petit Matisse innocent, vous comprendrez que les autochtones du Mungo réclament justice pour les enfants qui ont été massacrés par les tués. Soyez cohérents, soyez camerounais. Merci Madame Soga. Merci Madame Soga. Je vais poser au patriarche ma première et unique question dans ce live. Avant ça, je voudrais juste faire remarquer que ce que Madame Soga vient de dire est une réalité. Les responsables de l'UPC aujourd'hui, moi je suis les débats télévisés et je n'ai jamais entendu la moindre remise en cause. La moindre remise en cause par qui que ce soit. Au contraire, ils font même des éloges à Wandji et je n'ai jamais entendu la moindre remise en cause. Et ça c'est véritable, c'est très très choquant. Moi je serais choqué de voir une seule voix pour l'UPC, rien que pour ça, s'ils ne reconnaissent pas la moindre responsabilité aux élections. Bon, moi, ma question, alors, je voudrais rassurer tout le monde, moi je discute avec, c'est mon grand frère, c'est mon père, le patriarche, mais je ne lui ai jamais posé cette question. Je suis désolé, patriarche, je vais te poser cette question en live, tu peux répondre ou pas. Je comprendrai que tu ne veuilles pas répondre. Je voudrais te poser cette question. On a entendu, on a aussi lu par rapport au chef Soukoudjou, qui est très très respecté à l'ouest. On a entendu son nom plusieurs reprises dans cette histoire du Mungo. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous avez des informations là-dessus en consultant les archives? Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle que lui avait joué dans cette histoire? Parce que c'est une personnalité importante. Je peux même dire de premier plan à l'Ouest aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon, ce que je vais faire, je vais me documenter sur son rôle. Je ne vais pas mentir, je ne sais pas grand-chose sur lui, mais je peux chercher avant la fin de l'année pour vous répondre avec sérieux. D'un autre côté, vous savez, il y a plein de gens qui s'attribuent maintenant le grand rôle, alors que c'était des maudiettes et tout, hein, vous savez. Et dans l'atmosphère de tribalisme aujourd'hui, on sort des héros partout. N'importe quel canaille devient maintenant un héros qui a libéré le pays, machin. N'importe quel criminel devient maintenant un sauveur. Donc, personnellement, je ne sais pas grand-chose de lui, mais je vais chercher. Et je pense que je vais trouver. Il y a beaucoup de choses, je vous dis. Là, tu es l'avocat, tu m'étages, il y a beaucoup de choses. Hein.
même aux archives nationales, il y en a beaucoup. Bon, je profite aussi de ça pour vous donner une information fondamentale. Vos archives à Yaoundé, plein de documents sont détruits, sont en piteux état, parce qu'ils sont mouillés, tout ça, ils sont posés par terre, ils ont moisi. Ok, mais quand nous étions français, le Cameroun et la France, c'est tout le même pays. Tout ce qui est détruit à Yaoundé est intact en France. Donc, la documentation que nous ne pouvons pas consulter à Yaoundé, dans beaucoup de cas, vous allez à Aix-en-Provence, là où on a délocalisé les archives, vous les trouvez. Tous les journaux de l'époque que ne pouvons plus consulter à Yaoundé parce qu'ils sont détruits, sont encore tout neufs là-bas. Donc, dans le cas de quelqu'un comme celui-là, je pense que si je m'y mets, je peux trouver suffisamment d'informations, même si je ne les trouve pas localement à Yaoundé, en faisant un saut à Aix-en-Provence, non seulement pour lui, mais pour d'autres. Parce qu'il y a une fois, j'avais été à Aix-en-Provence et il y avait des photos, mais j'avais plus de temps. Il y avait beaucoup de photos qui avaient été prises sur l'époque, sur les meetings et autres, mais je n'avais plus de temps. Donc, je vais y retourner. J'avais programmé d'y retourner pour prendre les photos, pour récupérer ces photos et je pourrais par là m'intéresser tout particulièrement au cas de Sokoudjou. Mais, je vous dis, beaucoup de gens aujourd'hui se mettent à crâner qu'ils ont fait ceci, fait cela, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Souvent, ce n'est pas ça. Hein. Souvent c'est des pièces qui n'existaient pas. Mais il faut le grand rôle, le bon rôle, aussi avoir de chance. Hein. N'importe quel fripouille il vient vous dire que oui, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Bon, c'est facile à dire maintenant. S'il avait fait tout ce qu'il raconte là, on l'aurait tué. Hein. Ça, c'est que tout ce que je raconte là, s'il avait fait ça, on l'aurait tué. Ça, bon, mais je vais aller me documenter sur lui, je pense pouvoir en savoir long sur lui. D'accord, merci beaucoup. Je suis désolé de t'avoir, je n'y avais pas pensé et pourtant c'est quelque chose, ça fait partie des sujets importants sur la toile, le rôle de ce monsieur-là qui occupe le premier plan dans cette partie du Cameroun qui est l'Ouest, parce qu'en fait, je rappelle que c'est une personnalité qui est respectée plus que le président de la République dans sa localité, dans sa région. Et c'est ce que je suis en train de dire, que s'il était si important, on l'aurait, comme on a tué les châteaux de Dynamique, les Ngambe et tous les autres. Pourquoi lui, on ne l'a pas pincé? Ça veut dire que tout le bruit qu'il faut, tout ce qui était en vue, les moments en vue, ont été tués. Pourquoi lui n'a pas été tué? Alors, est-ce qu'il n'est pas passé au travers comme ceux qui occupent les terres dans le Mungo aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas passé au travers? J'aimerais donner une petite indication. Oui. Non, je ne veux pas interférer dans les recherches du patriarche. J'ai des informations le concernant, mais ce que j'aimerais donner au patriarche, c'est deux choses. La première, c'est que le point de départ des recherches sur Sokoudjou et sa famille, c'est son village. Et je voudrais ajouter un autre, le mot bannissement. Lorsque vous aurez compris pourquoi il a été banni de son village, vous aurez le parcours de Sokoudjou. D'ailleurs, il évoque ça dans un documentaire qui a été publié par, je sais pas, je pense à Canal 2 International, une chaîne de télévision camerounaise. Il évoque cela, mais de manière très très subtile et très rapide, parce que c'était pour justifier le grand rôle qui s'est attribué dans le maquis. Mais en réalité, Sokoudjou revient à la faveur des arrangements qu'il a avec le pouvoir EDPC, il revient dans son village. Avant cela, comment dire ça, invoquez le mot bannissement et vous allez comprendre ce qui s'est passé avec Sokoudjou et ce qu'il a pu éventuellement faire pendant la période du maquis. Patriarche, le micro, pardon, le micro. Patriarche, on vous attend pas. Le micro. Le micro est fermé. Alors,
il y a quelqu'un qui parce qu'en fait, tu l'as pas sur son micro général. Si, j'ai la main, Oui, parce que... j'ai la main sur son micro. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui. Donc, j'étais en train de dire que, je vous donner une dernière information, c'est que Ndogmo, Albert Ndogmo avait une entreprise de plastique qu'il avait appelée Mungo Plastique, et dont les bénéfices servaient à financer le maquis. Il ne faut pas oublier ça. Mungo Plastique. Mungo Plastique qu'il a d'ailleurs construit avec l'argent que lui avait donné à Idjo parce qu'il lui avait promis la paix, il lui avait promis de ramener à la raison Wandier. C'est consigné aussi dans les rapports. Voilà. Vous voyez, la dame elle a la bonne. Le Vatican a dit à Monseigneur Dormo qu'il n'avait pas qualité à devenir un industriel et lui a demandé de démanteler cette usine-là. Parce qu'il ne pouvait pas être à la fois un prélat et un homme d'affaires. Oui, exact. Vous voyez, la dame elle a le fait. Je n'ai pas de questions. Moi, je voulais seulement demander à M. Nomo et M. Pour avoir accès aux archives, est-ce qu'il faudrait être universitaire ou avoir une carte spéciale comme Non. Bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les Camerounais, ils veulent le choco partout. Je vais vous raconter mon histoire. J'ai commencé à fréquenter les archives nationales, les archives de l'Assemblée là-bas en haut, en Gouékelé. Au bout de 2 mois, j'arrive un jour, le gardien me dit que je ne passe pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit que non, je ne dois plus passer. Je dis que mais ça fait plus de 2 mois que je travaille ici. Il me dit qui vous a donné l'autorisation? Qui t'a donné l'autorisation? Je dis que mais depuis que je travaille ici, les gens même des archives me donnent le lait. Le lait qu'on leur fournit, parce que comme les documents moisissent et autres, donc, il y a des boîtes de lait, le lait non sucré. Ils m'en donnent, puisque je travaille là, parce que ça donne le rhume et tout. Vraiment, c'est comme ça que j'ai cessé d'aller aux archives à Ngouékelé. Le gars m'a fermé la porte, je ne pouvais plus passer. Donc ça, c'est les difficultés que nous rencontrons. Bon, maintenant, aux archives comment on appelle ça? Elles sont fermées ces jours-ci parce qu'on est en train de rénover. Je sais pas quoi, microfilmer, tout ça. Mais vous adressez une lettre, une demande au directeur des archives, vous lui précisez votre domaine de recherche et il vous donne l'accord. Vous consultez les documents et tout. Vous n'avez pas besoin d'être universitaire ou quoi que ce soit. Non, c'est ouvert à tout le monde. C'est seulement qu'on ne sait pas. En revanche, ce qui m'a beaucoup déçu là-dedans, c'est que quand vous voyez un Camerounais là, en train de consulter les documents, il cherche son décret d'intégration pour aller faire son dossier de pension à la fonction publique, machin. Les Camerounais, dans la salle des archives, vous trouvez des blancs. Celui-là vient de Belgique, celui-là vient de Canada, celui-là vient de machin. Mais les Camerounais même ne vont pas là-bas. Celui que vous voyez en train de... Il cherche son décret d'intégration, ou bien quand on l'avait, quand il est parti en ceci. C'est incroyable. C'est incroyable. Et vous avez autre chose, c'est que vous arrivez aux archives, vous voyez un document, par exemple la presse du Cameroun de tel jour, avec un bon titre, vous dites, ah, ce document, cet article, je le veux. Vous ouvrez le journal, quelqu'un a découpé ça à la lame de rasoir, il est parti avec. C'est lamentable ce que les gens font là-bas. Il a découpé. Ou bien vous avez un autre document, quelqu'un a barré partout, il a souligné, sur la main, il écrit, bien dit, voilà, il souligne. Les documents sont dans un état lamentable. Maintenant, vous avez d'autres, la négligence. Un jour, je tombe sur un document, il y avait une dame très gentille qui me fournissait les documents là. Elle avait pris la retraite aux archives du palais de justice. C'était un compte rendu de Wandier dans la ville de Paris et on le suivait. Il était suivi par la police, il s'en est rendu compte. Donc, il avait écrit un document et parce que là-bas, on photocopie le document. À l'époque, on photocopiait, je ne sais pas comment c'est maintenant. Et j'ai donc payé pour qu'on aille photocopier. Le gendarme est parti photocopier là-bas au palais de justice, il est revenu, il a rangé. Et je vais revenir le matin, continuer à consulter le document. Quand j'arrive le lendemain, on ne retrouve plus le document. Lui-même ne savait plus là où il avait rangé. Donc il y a beaucoup de documents qui se perdent comme ça là, aux archives. Voilà les difficultés des archives.
Mais c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez y aller. À l'AT, là-bas, au quartier métal, là-bas même c'est vide et vous ne trouvez jamais personne. J'étais même déjà devenu ami avec le gars qui s'occupait de la salle. Là-bas, tous les documents sont propres, bien rangés, propres. Non, à l'Assemblée, je suppose que le gars qui m'avait parlé de la route, il voulait de l'argent. Il voulait peut-être que je lui donne 10 000 francs, tout ça, pour me continuer à me laisser passer. Mais c'est accessible à tout le monde. À l'Assemblée, vous avez tous les débats de l'Assemblée territoriale, de l'Assemblée législative, tout ça, c'est passionnant, hein, de les lire, c'est vraiment passionnant. C'est très passionnant. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Ok? Même en France, c'est ouvert à tout le monde. Vous n'avez pas à payer, non? C'est ouvert. Ok? Merci beaucoup. Nous avons une dame qui est arrivée, Flomima. Bonsoir, madame.